Les populistes de droite font flèche de tout bois, ils recyclent tout, ils utilisent ce qui est dans l'air du temps pour tordre la réalité, rendre le langage fou, désubstantialiser les termes et rendre la raison folle. Une blessure narcissique non travaillée pousse à l'agressivité parce que pour évacuer ces conflits internes, pour ne pas voir ses limites, on va se survaloriser aux dépens d'autrui, on va attaquer autrui et là, à un moment, provisoirement, on se sentira bien. Nous sommes aujourd'hui peut-être perméables à ces discours parce que le sentiment d'impuissance, le sentiment d'être remplaçable, voire superflu, cette perte de l'expérience du monde dont parlait aussi Hannah Arendt, rend vulnérable à des discours qui vont justement agiter les esprits, créer un rapport paranoïaque au monde et qui sont des discours aussi qui permettent à chacun d'évacuer son angoisse. Bonjour Corinne Pelluchon. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Est. Gustave Eiffel, vous publiez un livre sous forme de programme, La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin aux éditions Rivage. La démocratie, dites-vous, a de nombreuses attaques, de nombreux ennemis aujourd'hui. Vous proposez d'y répondre par une démocratie fondée sur la considération, l'amour du monde et la puissance du féminin. Cette puissance, dites-vous, loin des stéréotypes, incarne une véritable ouverture aux soins, la créativité. Pour préserver la démocratie, dites-vous, il faut sortir du schéma de la domination et tisser des liens non fondés sur la peur et le ressentiment. Mais hélas, si j'ouvre les journaux, il y a de la peur, du ressentiment, des attaques. Et il suffit de prendre par exemple la une de Libération qui évoque une fois de plus les déclarations de Donald Trump et ses actes, avec une attaque violente contre les universités américaines. Le président mène une vaste campagne contre des universités accusées d'être des foyers, je cite, d'antisémitisme et de wokisme. Harvard a déjà perdu 2 milliards de dollars. Alors, Harvard est une université très riche, mais au-delà de ça, on voit bien que c'est tout un monde, probablement le vôtre, Corinne Pelluchon, qui est attaqué. Oui, mais en fait, il ne faut pas s'étonner parce que l'université, comme tous les lieux de savoir et de culture, invite à prendre la mesure de la complexité du monde, de la multiplicité des facteurs qui expliquent le malaise social. Or, une des stratégies de l'extrême droite, comme je l'explique dans ce livre, qui pose un diagnostic avant de penser un remède, une des stratégies consiste à attiser le malaise social en détournant l'attention des personnes de la recherche des causes, des problèmes, vers la désignation de coupables, qui seront des cibles à chasser et qui permettront aux personnes de décharger leur agressivité et de trouver des solutions ou des certitudes. Et parmi ces cibles, il y a effectivement les étrangers, mais qui incarnent le déclassement dont les personnes ont peur. Mais il y a aussi les, entre guillemets, élites, c'est-à-dire des personnes qui, bien justement, cherchent la vérité, ou on va dire essaie d'avoir un discours plus complexe. Et dans la stratégie de l'extrême droite, il y a ce que Leventhal et Guterman, dans les années 40, qui analysaient le discours des fascistes, des années 40 aux États-Unis, des antisémites aussi, ils pratiquent une psychanalyse à l'envers. Ils poussent donc les personnes à sortir de la vérité, à avoir un discours qui n'est pas celui de la vérité, pas la recherche de la complexité des causes, mais on désigne des coupables et on gratte la plaie, on attise le mal. Il ne crée pas le malaise, mais l'exploite. Et il pousse les personnes à ne pas... Il leur interdit, finalement, de regarder en face leurs propres difficultés. C'est un peu l'idée du grand petit homme pour rendre les personnes qui souffrent, comme beaucoup d'entre nous, de manque de reconnaissance, qui ont le sentiment d'être perdus dans un monde comme le nôtre. Tout le monde a le sentiment d'être un peu perdu et impuissant. Comment le fait de décharger son agressivité à l'égard d'autres personnes, ça permet de trouver provisoirement un peu de certitude et de commuer son impuissance en toute puissance, son angoisse de déclassement en sentiment qu'on est supérieur aux autres et qu'on maîtrise. Donc c'est une stratégie. Justement, est-ce qu'on a affaire à de l'extrême droite aux États-Unis comme dans d'autres pays? Parce que extrême droite, donc c'est un terme finalement qui vise assez large. Qu'est-ce que vous visez au travers de cette notion, Corinne Pelluchon? Alors moi, je ne cite pas dans ce livre ni Trump, ni Le Pen, etc. Mais effectivement, j'essaie de voir l'intrigue qui se noue entre une population et des populistes de droite qui, finalement, n'ont pas un programme économique ou social fantastique, qui d'ailleurs peuvent se contredire sur les
propositions concrètes qu'ils font, mais qui fascinent et qui, plus ils sont désinhibés, plus ils fascinent. Et donc je montre qu'il y a des facteurs inconscients qui expliquent cette adhésion et que précisément nous sommes aujourd'hui peut-être perméables à ces discours parce que le sentiment d'impuissance, le sentiment d'être remplaçable, voire superflu, cette perte de l'expérience du monde dont parlait aussi Hannah Arendt, eh bien rend vulnérable à des discours qui vont justement agiter les esprits, créer un rapport paranoïaque au monde et qui sont des discours aussi qui permettent à chacun d'évacuer son angoisse pour la projeter, pour projeter son impuissance sur autrui et décharger son agressivité sur des cibles qui peuvent être les institutions, qui peuvent être des groupes qui sont à la fois fragiles, plus fragiles que soi, qui incarnent la vulnérabilité, classique, vraiment classique, les étrangers, mais qui peuvent aussi incarner ce qui fait peur ou qui attiser le ressentiment, donc les intellectuels, la culture. Donc je crois qu'il y a ça. Et puis, moi, ce que j'ajoute à ces diagnostics déjà classiques qu'on trouve chez les pères fondateurs de la théorie critique, Adorno, mais également Lewenthal et Norbert Gutermann, dans ce livre magnifique qui s'appelle Prophète de mensonge, eh bien moi j'ajoute l'idée d'une emprise, c'est-à-dire d'une séduction qui est d'emblée une domination. C'est-à-dire que vraiment, il y a une soudure narcissique. Ce sont nos fragilités et les fragilités des personnes aujourd'hui qui se sentent dépassées, qui se sentent impuissantes, qui doivent encaisser aussi une perte de prestige attachée à notre culture, voire notre civilisation, en raison de tous les grands bouleversements socio-écologiques, technologiques et politiques, voire géopolitiques, qui nous travaillent. Eh bien, au lieu de le vivre, d'essayer de le regarder et d'analyser ses multiples causes pour éventuellement proposer des réformes structurelles, eh bien, la tentation est grande de trouver des boucs émissaires. Mais alors, si les individus, le peuple, une majorité du peuple, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'est le peuple, mais vous allez peut-être nous le dire, ne voulait pas de ce monde-là, ne voulait pas, peut-être aussi, je n'hésite pas à le dire, de notre monde à nous. Je veux dire, un monde qui valorise le savoir, l'université, la culture. Si, par exemple, ces gens qui ont voté pour Trump et qui, semble-t-il, ne sont pas mécontents, puisque sa cote de popularité ne s'effondre pas, eh bien, ne voulaient pas de ce que vous évoquez, c'est-à-dire le care, le soin, la créativité, le féminin, mais plutôt, je ne sais pas, un monde très masculin, très violent, très... Vous faites l'amour. Oui, parce que le féminin, on en parlera tout à l'heure, c'est une potentialité de chacun qui concerne également les hommes et qui est l'idée d'une énergie à réveiller, mais une énergie positive liée à la gratitude à l'égard d'un monde qui accueille des êtres toujours nouveaux et différents. C'est lié à l'idée de naissance, à l'idée de la démocratie, elle est liée à cette pluralité et à notre condition humaine, à la fois liée à la fragilité, mais aussi à la singularité de chacun. Et pourquoi je l'appelle féminin? Parce que ce pari pour la vie, malgré tout, eh bien, il s'éprouve aussi quand il y a des difficultés. Et l'histoire du féminisme, c'est quand même l'histoire d'une affirmation de soi qui coexiste avec des obstacles, du moins. Et du coup, c'est vraiment cette puissance-là de vie qu'il faut réveiller. Parce que justement, moi, je pense que au lieu de critiquer ou du moins de pointer le doigt sur les personnes qui votent aujourd'hui pour l'extrême droite ou les populistes de droite, je souligne aussi cette relation d'emprise, c'est-à-dire que il y a aussi le fait que les populistes d'extrême droite étranglent en chacun l'amour du beau et même l'amour de l'humanité en elle-même et dans les autres. C'est ce que disait William Reich et je crois que c'est très profond. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée aussi d'une domination, d'un empoisonnement psychique par tous ces discours sur le monde qui accusent les choses, qui disent que la démocratie ça vaut rien, que la culture c'est de la perte de temps, etc. Donc ces discours sûrs qui empoisonnent et qui conduisent à une relation paranoïaque au monde et qui font qu'on perd le sens du réel. Et je crois que c'est assez facile dans la vie de perdre le sens du réel. Ces populistes sont très doués pour manipuler justement les personnes et leur dire au départ, leur faire croire qu'elles sont supérieures aux autres pour éteindre en eux ce sentiment d'impuissance et ce sentiment de n'être rien, mais ensuite les pousser à non seulement désigner des coupables, mais à
Ah bah, parce que ce sont des blessures narcissiques qui ne sont pas travaillées. Et en fait, ce que je mets en exergue à ce livre, c'est le texte de Erich Fromm qui dit Il que faut rappeler qui est Eric oui, Fromm. c'est un psychiatre, mais également qui appartient à cette génération de la théorie critique, l'école de Francfort, et qui dit que pour être capable d'amour comme pour être capable de la démocratie, de vivre en démocratie, il faut surmonter le narcissisme. Il dit que si on surmonte pas le narcissisme individuel et collectif, et le nationalisme est un narcissisme collectif, un délire à plusieurs. Donc on voit bien que c'est une relation, une énergie forte, mais c'est fondé sur des blessures non travaillées, et une blessure narcissique non travaillée pousse à l'agressivité, parce que pour évacuer ses conflits internes, pour ne pas voir ses limites, eh bien, on va se survaloriser aux dépens d'autrui, on va attaquer autrui, et là, à un moment, provisoirement, on se sentira bien, mais provisoirement, et du coup, il faudra recommencer à être violent. Donc la violence, elle est liée à une besoin d'agresser autrui pour se sentir exister. Donc je reviens à cette idée aussi des facteurs socio-économiques et des grands bouleversements actuels qui font que chacun se sent petit, rien, substituable, superflu. Alors vous citez Eric Fromm, vous citez aussi l'école de Francfort, qui est donc une école composée de gens comme Théodore Adorno. Fromm faisait partie également de l'école de Francfort, qui était très inspirée par le marxisme Oui, et qui ont été, disons, parmi les premiers à développer une critique inspirée par Marx et Freud oui. de ces phénomènes fascistes émergents jusqu'à une critique du nazisme, bien sûr. Vous parlez avec eux d'une sorte de phénomène d'emprise, c'est-à-dire qu'il y aurait, selon vous, si je vous ai bien lu, Corinne Pelluchon, une emprise du peuple, du fait donc de ces mouvements populistes. Alors eux, ils parlent de psychanalyse à l'envers, ils analysent de manière très fine, ils articulent les structures psychiques, la psychologie et les structures sociales et économiques. Parce qu'effectivement, c'est pas seulement psychologique, c'est lié à tous ces facteurs économiques, à ces grands bouleversements, à ces pertes de repères traditionnels qui font que les individus sont plus isolés, se sentent perdus. Moi, j'ajoute à cette psychanalyse à l'envers, à cette manipulation des agitateurs, des prophètes du mensonge, l'idée d'emprise qu'on trouve chez Racamier et qui a été connu parce qu'il est célèbre pour avoir parlé du pervers narcissique. Alors, le narcissisme génère toujours de l'agressivité. Moi, ce que j'ajoute, c'est l'idée d'un vide, en fait, qui est lié à ses pensées. Parce que vous disiez tout à l'heure, Trump, il accuse Harvard et d'autres universités d'être antisémites, mais par ailleurs, il va condamner ceux qui soutiennent les Palestiniens. Donc il y a des contradictions constantes. Il y a une sorte de vide dans les pensées d'extrême droite, et le besoin, finalement, elles se nourrissent de la haine et du besoin de dominer. Et malheureusement, le besoin de dominer autrui vient de cette fragilité, de ces failles non travaillées. Ce que je veux dire, c'est que si on veut échapper à la violence, il faut une maturité psychique, il faut accepter sa vulnérabilité et accepter d'être un peu dépassé par les événements. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, c'est quand même une singularité par rapport à ce que disaient Adorno et Fromm, notamment sur l'antisémitisme, puisqu'ils évoquaient cela, bien Oui. sûr, à la suite de la Shoah, donc en 1945-46. Adorno a écrit La personnalité autoritaire. Et alors, justement, l'une des spécificités de Trump qui me frappe, c'est qu'il utilise l'antisémitisme, puisqu'il le convoque en disant, voilà, Columbia doit être privée de 400 millions de dollars parce que Columbia favorise l'antisémitisme, alors même qu'il est allié à un certain nombre de suprématistes blancs Oui, qui eux-mêmes ne se oui, privent pas de développer des points de vue antisémites. antisémite. Mais ça, c'est quand même une singularité. On a affaire à quelqu'un qui est parfaitement duplice et qui va se revendiquer de la lutte contre l'antisémitisme, alors que le fascisme que décrivent Adorno et Fromm est, lui, beaucoup plus classique. Il est Tout à tout fait. simplement Bah, antisémite. oui, mais là, vous touchez le doigt, enfin, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est que les populistes de droite font flèche de tout bois, ils recyclent tout, ils utilisent ce qui est dans l'air du temps pour tordre la réalité, rendre le langage fou, désubstantialiser les termes et rendre la raison folle. C'est ça
comment dire, leur talent. Et c'est pour ça que ça marche. Mais encore une fois, je crois que quelle arme avons-nous, ou plutôt quel remède avons-nous pour, résister à ça? Bah, d'abord, être conscient Mmh. des facteurs conscients et inconscients qui poussent les personnes à être séduits par ces discours, par ce caractère désinhibé, etc. Repérer ce rapport à la non-vérité qui est constant, et aussi retrouver une énergie. Parce que l'idée dans ce livre, c'est qu'un projet humaniste écologiste qui répond à des aspirations, on en parlera des personnes, ne peut pas être accepté si on n'a pas réparé le terrain, travaillé sur justement le désir de vivre ensemble. Alors vous parlez de populistes de droite, les populistes de gauche, eux, font-ils les choses différemment? Il y a des liens, les autocrates, il y a un très bon livre, Comment la démocratie meurt, qui a été traduit en français il y a quelques années, de Ziblatt et Levensky, qui montre qu'il y a des critères pour repérer en amont les autocrates, c'est-à-dire les êtres qui n'arriveront pas à respecter la démocratie. Mais la question, les populistes de gauche sont quand même assis sur des idées, et ils aiment les idées. Ils peuvent avoir des comportements antidémocratiques ou non démocratiques, mais c'est quand même pas pareil. Alors que chez les populistes de droite, il y a quand même un vide, et ce vide-là, pour le combler, pour l'effacer, il y a ce surcroît de puissance et ces discours dominateurs. On va continuer d'évoquer cela. On va évoquer en particulier une idée qui est très malmenée en ce moment par les populistes et notamment par Donald Trump. Si l'on vous suit, Corinne Pelluchon, c'est l'idée écologique. Oui. On vous retrouve dans quelques instants. Vous avez publié La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin aux éditions Rivage. Vous serez rejointe par Lucille Schmitt, vice-présidente de la fondation La Fabrique écologique. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, c'est un phénomène qui appartient à cette faillite démocratique, selon vous, Corinne Pelluchon. C'est le fait que l'écologie est aujourd'hui reléguée au deuxième, troisième, quatrième rang. Je ne sais pas très bien comment quantifier, au quatrième rang de nos préoccupations. Vous en parlez dans La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin, le livre que vous publiez aux éditions Rivage. Et nous accueillons Lucille Schmitt. Bonjour. Bonjour. Lucille Schmitt, vous êtes vice-présidente de la fondation La Fabrique écologique. C'est une drôle de période pour l'écologie. Oui, et en écoutant la chronique politique, je me disais qu'il ne faut pas non plus, que si je peux dire, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie est victime d'un sentiment général assez populiste qu'il y a trop de normes écologiques. Et donc, il faut bien distinguer entre une manière de faire la loi trop bavarde, et où il faut quand même aussi dire qu'il n'y a pas que les députés et les sénateurs qui veulent faire des lois. Il y a aussi tous les ministres qui veulent attacher leur nom à une loi. Et que, par ailleurs, aujourd'hui, par exemple, défaire toutes les normes écologiques alors même qu'on est dans une situation de trou d'air écologique est devenu un sport national, qui n'est pas réservé au Rassemblement national, qui est porté notamment par la droite, qui est porté par une partie de la majorité présidentielle. Et donc, il y a quelque chose autour de la manière de faire la loi qui, à mon avis, est plus central que le fait de dénoncer la surabondance de normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait mal la loi, si la loi est trop bavarde, si elle n'est pas à la portée des citoyens, si même les membres du Conseil d'État ont du mal à connaître le vocabulaire législatif, c'est évidemment une responsabilité partagée de ceux qui exercent le pouvoir exécutif et législatif, parce que je rappelle que c'est au niveau du gouvernement qu'on fait essentiellement la loi. Vous savez que le dessaisissement du Parlement en ce qui concerne le fait de faire la loi est un vieux sujet. Et donc, par rapport à tout cela, apprenons à mieux faire la norme, mais ne jetons pas la norme qui, lorsqu'il s'agit de transformer la société, est fondamentale. Et oui, parce que le ras-le-bol de la norme, il est aussi consubstantiel au rejet de l'écologie, Lucille Schmitt. Oui, exactement, parce que c'est un discours populiste dont parle très bien Corinne Pelluchon dans son ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a une manière de dire, écoutez, la norme, elle tombe du ciel, elle ne tient pas compte de la vie quotidienne, alors même que ce que nous voyons, c'est que la vie quotidienne aujourd'hui est bousculée, bouleversée par l'écologie. Je rappellerai quand même que 2024 a été l'année la plus chaude au monde, et notamment qu'au niveau de l'Europe, il ne s'agit pas d'un phénomène seulement africain ou asiatique, nous nous réchauffons, nous bouleversons 2 fois plus vite que le reste du monde. Donc le sujet, si vous voulez, c'est de ne pas réduire évidemment l'écologie à une norme punitive qui tomberait du ciel, mais de trouver un moyen de faire la loi et la norme qui partent du concret. Et ça, c'est une responsabilité de ceux qui gouvernent et de ceux qui font la loi. Corinne Pelluchon.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je vais ajouter à cela que l'écologie n'est pas seulement, vous le savez bien, Lucille Schmitt, un ensemble de règles, de réglementations et d'incitations économiques et de normes juridiques. Elle est aussi une manière de vivre. Donc, elle engage à une transformation et une interrogation existentielle. Et c'est ça qui donne de la chair à l'écologie. Pour que l'écologie ne soit pas désincarnée, pour qu'elle soit liée à l'existence et aux préoccupations Oui. des personnes, il faut la rattacher au fait que nous avons tous besoin de respirer, que quand un enfant est malade parce que bien l'environnement est dégradé, eh bien tout ça met en péril notre existence. Donc je crois que là, les discours sur l'écologie qui font à croire que c'est une affaire de bobos se trompent et induisent en erreur parce que l'écologie, c'est les conditions de notre existence. Et c'est aussi, elle a une dimension émancipatoire parce que c'est une autre manière de nous penser par rapport aux autres vivants. Mais il y a aussi une question de priorité, j'imagine, pour ceux qui critiquent l'écologie, qui la critiquent non pas radicalement, mais en disant que à l'heure où, par exemple, le pouvoir d'achat est devenu un véritable souci. Qu'est-ce que vous en pensez, Corinne Mais Pellucci? ça aussi, c'est quand l'écologie, si on respire mal, s'il y a des inondations, des événements climatiques extrêmes, ça coûte très cher et aux individus et aux collectivités. Et ça fait encore moins d'argent pour la justice sociale. Donc, et enfin, pour le manger mieux, c'est pas forcément manger plus cher, c'est aussi, ça engage des transformations dans nos habitudes. Donc l'écologie, c'est une chance de revoir aussi ce dont on a besoin pour vivre bien. Il y a un texte qui est très intéressant, très court et très facile à lire, Éloge du suffisant d'André Gortz. C'est ce dont j'ai besoin pour mener une vie bonne, pas forcément 36 voitures ni 36 voyages. Qu'est-ce qui remplit ma vie, lui donne une saveur. C'est ça que l'écologie, les contraintes écologiques, elles existent. Elles font peser sur nos vies, sur les économies, le fait que des contraintes, c'est-à-dire le fait que les choix sont plus limités. Mais partir Mhm. de ces contraintes, peut-être même des renoncements à décider dès maintenant collectivement pour éviter de les imposer à une partie de la population, c'est pas vivre de manière ascétique, c'est finalement un enjeu d'autonomie, c'est peut-être se débarrasser de désirs imposés par le marketing et tout ça. Et puis aussi, c'est un changement de société, mais qui peut ne pas être brutal, qui peut s'accompagner d'une réflexion. Moi, je trouve que on oublie vraiment la dimension émancipatoire et existentielle de l'écologie. Et c'est ça qui fait qu'elle n'est pas désirée. Et puis j'ajouterais juste une chose, c'est que notre époque est tellement angoissante et les gens se sentent tellement perdus, petits, dépassés, qu'ils ont tendance à réprimer ce sentiment d'impuissance et l'addiction à la consommation, le présentisme, le climato-scepticisme, et bien sûr des stratégies psychologiques de défense pour s'épargner justement cette reconnaissance de notre finitude et notre fragilité. Donc ça, c'est vraiment important. Lucille Schmid. Oui, moi je trouve que ce qui est très important, ce que vient de souligner Corinne Pelluchon, c'est que lorsqu'on parle d'écologie, il s'agit à la fois d'embrasser l'action des acteurs publics, de l'État, des entreprises et de la société. Et au moment où il y a un tel malaise entre la société, l'État et une partie des entreprises quand même, où le sentiment que l'État ne représente plus que les entreprises, enfin au moment où ce jeu d'acteurs dysfonctionne, c'est très compliqué d'imaginer, de créer des dynamiques écologiques. Parce que les politiques publiques n'embrayent pas sur les comportements et que les comportements considèrent que les politiques publiques sont déphasées par rapport à la réalité. Et donc votre question, Guillaume Erner, sur le pouvoir d'achat, qui est une manière d'entrer en fait sur l'articulation entre le social et l'écologique, elle est essentielle parce que le sentiment qu'on a, c'est un décalage des calendriers. C'est-à-dire que l'écologie parle toujours au très long terme et le pouvoir d'achat, la justice sociale parlerait à l'urgence. Or, il y a une sorte de conflagration des urgences. Et puis, il y a un problème de langage, puisqu'on parlait des mots. Lorsqu'on parle d'écologie, on a l'impression qu'on s'adresse à une forme d'abstraction, au global, tandis que le quotidien, le pouvoir d'achat, c'est, je sais pas, remplir son caddie, aller au supermarché, penser à l'avenir de ses enfants à très court terme. Donc, il y a cette espèce d'enjeu de monde parallèle. Et donc, il faut faire en sorte que les mondes se rencontrent. Et il faut faire en sorte de montrer comment, effectivement, comme le disait Corinne Pelluchon, les enjeux écologiques peuvent améliorer la vie quotidienne. Alors, c'est pas gagné. Je pense qu'il faut quand même reconnaître la difficulté. Et ça, c'est pas, je crois,
toute la société française n'est pas spontanément favorable à l'écologie. Je pense que ça, c'est un point qu'il faut assumer. Ça semble être le cas, et il y a une partie aussi de la société française qui a peur des réformes écologiques. Alors, il y a différentes périodes dans l'histoire des réticences vis-à-vis de l'écologie, mais la crise des Gilets jaunes marque une date importante, Lucille Schmid. Oui, parce qu'elle a marqué, puisqu'on parlait des normes, la façon dont on a fait tomber du ciel une loi qui n'avait absolument pas tenu compte ni des inégalités sociales, ni des inégalités territoriales. Donc la difficulté à laquelle on doit faire face, c'est à la fois l'enjeu social et l'enjeu de territorialisation, d'atterrissage, comme disait Bruno Latour. Et depuis, ce qui est clair, c'est que d'une part, les politiques, ceux qui sont élus, ont toujours peur d'un retour des Gilets jaunes, et que du côté de la société française, on a le sentiment que les remèdes n'ont pas été trouvés. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là, puisqu'on a tous peur d'avoir un blocage sur l'écologie qui paraît à beaucoup de gens, en tout cas important. C'est une cause importante, Lucille Schmid, et lorsqu'on a des propositions, on peut par exemple prendre le rapport Pisani-Mahfouz qui mesurait le coût de la transition écologique, qui proposait donc une imposition particulière. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce rapport, en fait ? Moi, je crois qu'il est toujours présent peut-être dans les esprits, dans les cœurs de certains, dans les étagères. Mais il est pas du tout présent dans la réflexion gouvernementale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on observe une contamination de la pensée d'extrême droite lorsqu'il s'agit d'être anti-écologique, et puis lorsque, au contraire, des personnes comme Jean Pisani-Ferry, qui ont été fondateurs dans la pensée d'Emmanuel Macron en 2017, émettent des vérités écologiques et disent, par exemple, qu'il faudrait consacrer environ 70 milliards d'euros par an à la transition écologique, et ça disparaît. Donc il y a quelque chose autour de une absence de discussion sur le contrat social qui nous lie. Lorsque Corinne Pelluchon parlait des contraintes et de la façon dont les contraintes peuvent amener du mieux-être, du vivre mieux, il y a aussi la discussion démocratique qui devrait nous permettre de montrer comment l'écologie est au fond le grand projet de demain, que nous sommes sans doute contraints d'adopter, mais qui implique évidemment de conserver les valeurs du contrat républicain autour de l'égalité, de la fraternité et de la liberté. Donc c'est toute cette question qui aujourd'hui n'est pas résolue, parce que ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que si au Parlement on fait moins de lois, on pourrait mieux discuter, et que ça serait intéressant. Où se noue la discussion démocratique en France ? Oui, je crois Corinne Pelluchon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que la question, c'est que l'écologie a besoin de la démocratie. Alors, ça ne va pas de soi, parce que pendant longtemps, on a dit que l'écologie, c'était des contraintes qui s'imposaient, qui allaient à l'encontre du droit de chacun à consommer comme il voulait. Donc, il y avait une tension entre la démocratie, le droit de chacun à consommer comme il veut, et les enjeux globaux. Et puis, on disait la démocratie, elle est un peu présentiste. Bon. Or, au contraire, pour écologiser la politique, pour ainsi dire, et pas seulement faire de l'écologie un petit peu un domaine périphérique, et pour éviter ce qui a provoqué les Gilets jaunes, c'est-à-dire une conception atomiste et bureaucratique de l'écologie, eh bien, il faut partir de notre habitation de la Terre, des contraintes, du fait que la santé, les conséquences sanitaires, sociales, des bouleversements écologiques, des événements climatiques extrêmes, etc., eh bien ça modifie en profondeur les finalités du politique, qui ne sont pas réduites à la coexistence pacifique d'individus ou de libertés rivales et indifférentes, mais il y a l'idée d'éviter un naufrage commun, de voir ce qui a du sens, ce qui doit faire un inventaire, distinguant ce qui doit être préservé et ce qui doit être modifié, voire supprimé, et comment. Et ça, je crois que l'idée de la confiance aussi. C'est-à-dire que l'écologie, comme la démocratie, suppose d'instituer petit à petit le bien commun, de ne pas avoir quelqu'un, un chef, un gourou qui va le présenter comme ça, et de faire confiance. Et on sait bien qu'aujourd'hui, cette confiance, elle est érodée. D'où l'idée aussi de partir de la difficulté, de la possibilité de l'effondrement, du fait que le temps est compté aussi pour agir de manière efficace, et de notre finitude, de notre condition corporelle vulnérable. Et à partir de là, je crois qu'on peut engager des réformes tout à fait qui correspondent aux aspirations des individus. Lucille Schmid. Oui, moi je crois que ce qui se pose comme question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une vie démocratique ? C'est-à-dire et comment est-ce qu'on y intègre les enjeux écologiques ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, accepter de ne pas être d'accord sur ce qui relève d'une écologisation de la société, affronter ceux qui sont contre et expliquer au fond comment le mieux-être en viendrait. Affronter aussi les enjeux donc de règles majoritaires ou pas. Moi, j'ai été assez marquée par la Convention citoyenne pour le climat, où
à l'évidence, un certain nombre de personnes n'étaient pas convaincues à l'origine et l'ont été progressivement, mais ce n'est pas pour autant que les propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne ont été appliquées ou ont été jugées applicables. Alors, donc, quelles ont été les conséquences de cette convention? Les conséquences, c'est que y a eu sur ce qu'on peut appeler des mini-publics, comme dit la Commission nationale du débat public, il y a eu une sorte de contagion des idées écologiques, mais il n'y a pas eu de contagion dans la société, parce que d'une certaine façon, on n'a pas imaginé comment les institutions et les conventionnels pourraient travailler ensemble. Donc, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on fait masse. Et puis, la deuxième chose, c'est comment est-ce que les institutions peuvent, au fond, sortir d'une manière de faire la loi, puisqu'on parlait de ça, qui relève de sujets économiques et sociaux qui n'intègrent pas suffisamment de critères écologiques. Et puis, il y a un enjeu, au moment où les finances publiques vont mal et où la question de l'économie, de manière générale, pose un problème, de se demander comment est-ce qu'on peut faire un investissement pour le futur. Donc, tout ça n'a pas été résolu et les conséquences ont été plutôt de dévoiler les difficultés qui nous restent à affronter que de véritablement trouver une manière de faire. Donc ça, c'est un premier sujet. Un autre sujet en matière donc de militantisme écologique, il y a eu de nombreuses polémiques sur ce qu'il était possible, légitime ou pas, de faire au nom de l'écologie. Les violences commises par certains militants écologiques ont été soulignées, mises en exergue. Votre point de vue là-dessus, Lucille Schmid? Écoutez, de longue date, dans les mouvements écologistes, la question de la non-violence a été un sujet et une manière de faire. Aujourd'hui, il y a un enjeu autour de cette question des méthodes qui vient de deux choses. D'une part, la situation dans laquelle on est, d'une forme d'autisme institutionnel par rapport à la réalité de ce qui nous menace. La deuxième chose, c'est... Refus d'entendre institutionnel. Oui, enfin, vous pouvez apporter une nuance, mais moi, je viens des institutions et j'ai... C'était le terme. Oui, d'accord, ok. En tout cas, on voit bien qu'au sein même des institutions, le Haut Conseil pour le climat, pas mal de hauts fonctionnaires, notamment dans le cadre des procès climatiques, disent que l'État devrait être moins... les institutions devraient moins refuser d'entendre, comme on vient de le dire. À partir de là, la question de comment est-ce qu'on fait est un vrai sujet qui d'ailleurs divise les mouvements écologistes. Et on voit bien, par exemple, par rapport au chantier de l'A69, sur lequel la justice a dit qu'il fallait interrompre le chantier alors qu'il est pratiquement achevé, on voit bien qu'il y a un sujet de rythme, en fait, sur la manière dont l'état de droit fonctionne par rapport à la réalité du comportement de certains acteurs économiques. Donc à partir de là, on se renvoie la question de la violence. Du côté des forces de l'ordre, on dit que les manifestants sont violents. Du côté des manifestants, on subit pas mal de violences policières. Et comment faire dans cette incapacité à s'entendre pour développer des espaces de dialogue démocratique? Moi, c'est une question que je viens de poser et que je repose à chaud. Ça existe comme de manière structurelle. Donc moi, je suis contre l'idée que la violence, même vis-à-vis des biens, peut être une manière de résoudre les enjeux écologiques. Mais j'observe que dans des moments de désespoir et de sentiment que ce qui est en cause, c'est notre vie même, je peux comprendre qu'on pratique ce genre de choses. Corinne Pelluchon, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, cette violence, alors je ne sais pas comment la nommer, ça n'est pas non plus une violence contre les personnes, c'est une violence souvent contre les biens, mais est-ce qu'elle rentre dans la conception que vous défendez dans la démocratie sans emprise ou la puissance du féminin? Je ne l'aborde pas, cette question, mais elle est fondamentale. Moi, je crois que... Alors d'abord, il y a la question du déni du réel. Moi, je ne parlerai pas d'autisme institutionnel, mais de déni du réel, et qui est toujours le déni des limites, le déni de la réalité, de la gravité des choses, mais aussi le déni de notre mortalité, de notre finitude. Et on ne peut pas penser l'écologie sans penser les limites planétaires et sans penser aussi, c'est pour ça qu'elle a cette dimension existentielle, notre finitude et notre petitesse, le fait qu'on n'est pas seul au monde, n'est pas le number one de la création. Mais l'idée... Aussi, moi je n'aime pas l'idéologie, je n'aime pas la tyrannie du bien, qu'elle vienne d'un côté ou de l'autre. Donc forcément, la violence ne semble pas une solution. Néanmoins, c'est vrai que on se heurte à un mur sur l'écologie, un décalage flagrant entre la théorie et la pratique, la conscience de la gravité de la situation et les réponses assez timides. Et puis...
aussi, je crois que les personnes sont vite renvoyées à ce que, justement, les militants sont renvoyés à ce qui serait pour eux presque des croyances. On leur dit finalement, ce sont des agitateurs aussi. Donc, il y a quand même un manque de respect, un manque de considération. Moi, je crois que la domination, elle est toujours domination des autres, domination de la nature extérieure, des écosystèmes et domination de notre propre nature. Donc, pour moi, le lien, et c'est pour ça que l'écologie comme la démocratie vont ensemble, parce qu'elle n'existe pas si on n'a pas conscience de sa finitude, de ses limites, de sa faillibilité et du fait qu'on ne peut pas décider seul, avoir le point de vue de Dieu, mais qu'il faut instituer le bien commun, qu'il y a une indétermination du sens, que c'est difficile et que ça suppose d'apprendre à s'opposer sans se massacrer, comme disait Mauss. Et ça suppose une maturité, ça suppose de lutter contre la toute-puissance qui est aujourd'hui un peu partout. Partout, y compris chez certains militants. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, moi je crois que notre société s'en sortira que si on acquiert une sorte de maturité qui passe par cette conscience des limites. Un mot de conclusion, Lucille Schmid. Moi, je pense que sur ce débat, ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête que de plus en plus de chercheurs quittent le laboratoire. Scientists in Rebellion. On est dans une situation où les rôles sociaux sont en pleine implosion sur ces questions écologiques parce que la question d'agir efficacement se pose et donc on cherche les voies de cette efficacité et puis échappons aux manipulations médiatiques. Lorsqu'un ancien ministre de l'Intérieur qualifiait les manifestants des soulèvements de la Terre d'éco-terroristes, il cherchait lui-même à cliver sur ces enjeux alors même qu'il faut chercher du consensus. Qu'est-ce que vous en pensez, Je suis d'accord. Du consensus ou du moins déjà commencer par entendre le point de vue de l'adversaire et arrêter de nommer, de criminaliser. Ça ne fait pas vraiment partie de l'époque, entendre le point de vue de l'adversaire. Oui, mais ce n'est pas un problème. En même temps, ça ne fait pas partie de l'époque, ça ne fait pas partie du discours sur l'époque. Parce qu'il y a des conventions citoyennes, moi je participe à celle sur les droits de la scène, je suis à chaque fois étonnée de voir l'enthousiasme des personnes sur ces questions. Donc le discours sur, et là c'est intéressant de se rappeler ce que Simone Veil, la philosophe, disait sur les médias, la culture, qui ne sont ni des divertissements, mais des nourritures, ni du business, mais des nourritures. Et il y a des manières de parler, de penser qui nourrissent, et il y en a qui empoisonnent l'esprit. Et il y en a qui empoisonnent la société. Lucille Schmid, un tout petit mot de conclusion. Je crois que Corinne Pelluchon vient de nous dire ce qu'était une démocratie sans emprise. Échappons à l'emprise des slogans et sachons affronter une complexité qui est à la portée de tous. Une complexité à la portée de tous, Corinne Pelluchon, pour peu qu'on veuille s'en saisir, parce que... On n'a pas le choix. Mais là encore, en même temps, il y a l'idée de réveiller une estime de soi et une énergie saine. Parce qu'actuellement, l'énergie, elle est plutôt du côté de la réaction. Or, l'idée... Encore une fois, un projet humaniste écologiste n'a de sens et ne pourra marcher que s'il y a cette énergie qui rend capable de déterminer des priorités, d'accepter des renoncements et de savoir ce qui est suffisant et ce qui peut faire qu'on vit pas trop mal avec les autres. Lucille Schmid, merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Fabrique écologique. Merci Corinne Pelluchon. La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin, c'est votre livre aux éditions Bibliothèque Rivage. Donc...